Bonjour à tous et bienvenue dans Déclic pour un nouveau format vidéo. Et donc aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Arthur qui travaille pour Chainable et qui va nous présenter un peu la stratégie du groupe. À titre personnel, moi j'ai eu l'occasion et j'ai toujours l'occasion d'utiliser Chainable depuis des années, notamment pour gérer toute la partie flux produit. Et donc on va pouvoir effectivement aborder différentes questions. Aujourd'hui, on va parler d'IA, on va parler d'approche commerciale, on va parler également de positionnement du SaaS. Voilà, plein de sujets qui vont être hyper intéressants. Donc Arthur, je te laisse peut-être te présenter et nous expliquer ce que tu fais chez Chainable. Ouais, bonjour Jérémy, merci pour ton invitation. Écoute, moi je travaille chez Chainable depuis un peu plus d'un an et demi, donc sur la partie développement sur le marché français. Donc Chainable, on est une entreprise à l'origine néerlandaise. Et donc on est une entreprise SaaS, donc on déploie et on développe une solution technique sur plusieurs marchés en Europe et maintenant aussi sur le marché nord-américain pour permettre aux annonceurs, aux marques, aux retailers de déployer leur catalogue. Ça peut être leur catalogue produit si on parle d'e-commerce, mais aussi catalogue d'offres si on travaille avec des annonceurs dans tout ce qui va être le non-retail, donc potentiellement l'industrie du travel, de l'automobile par exemple, sur l'ensemble en fait des leviers, des canaux, des plateformes du type Google, les réseaux sociaux, les marketplaces, l'affiliation, le retargeting, bref tout ce qui va être sortir son catalogue de son site, comment on va venir en fait travailler, optimiser l'enrichissement de l'information pour derrière déployer des stratégies publicitaires et autres. Alors moi j'utilisais Chainable il y a un peu moins d'une dizaine d'années, principalement sur la partie gestion du flux produit, comme tu l'as dit, sur Google. Ouais. Et depuis quelques temps, l'entreprise n'a pas pivoté, mais en tout cas s'est diversifiée. Aujourd'hui, vous arrivez finalement à gérer différents inventaires. Comment ça s'est produit cette montée en gamme côté produit et en offre finalement pour aider les annonceurs à faire de la multidiffusion? Ouais, écoute, on a un peu plus de 10 ans d'existence maintenant, et puis comme on est, si tu veux, un intermédiaire entre les plateformes comme Google, Meta et autres, et puis les annonceurs, on se développe et on s'adapte aussi à l'écosystème. Et donc, ce qui était très vrai il y a 10 ans, c'était que le sujet de l'optimisation du flux du catalogue, c'était un sujet très Google, on en reparlera sûrement, mais que petit à petit, ça évolue aussi sur un ensemble de leviers aujourd'hui sur lesquels nos clients font de la publicité notamment. Et donc on a fait évoluer l'outil nous en interne pour venir s'adapter à cette nouvelle demande qui va aujourd'hui sur le travail aussi des comment on adapte les images et non plus seulement les données produits comme les titres, les descriptions, etc. Comment on essaye d'automatiser ce déploiement publicitaire, puisqu'avec aujourd'hui des nouveaux formats de campagne mis en avant par ces plateformes qui sont des formats aussi catalogues. Donc voilà, plein de petits sujets sur lesquels on étoffe la plateforme. Et donc j'imagine, aujourd'hui on sait que un des leviers de croissance sur la publicité digitale finalement c'est le retail search. Et j'imagine effectivement aujourd'hui vous profitez de cette croissance, c'est une croissance à plus de 2 chiffres sur l'année. On pense quand on parle retail search finalement on pense à Amazon, mais il y a également finalement tout un ensemble de marketplaces. Ça c'est quelque chose qui drive un peu la croissance de Chainable également. Ouais, complètement. C'est-à-dire que des plateformes comme les réseaux sociaux ou les marketplaces sont devenus, comme tu le disais, des moteurs à la fois de découverte, mais aussi de recherche pour les utilisateurs et pour l'audience qu'ils vont toucher. Et donc, ce qu'on voit aujourd'hui dans l'écosystème, c'est que là où on avait un écosystème assez tripartite il y a encore 10 ans avec Amazon qui domine la partie commerce, Meta la partie social et puis Google le search. Ces trois piliers sont en train un petit peu de fusionner sur l'ensemble des plateformes et en fait une fois qu'on a dit ça que ces plateformes-là deviennent des moteurs de recherche pour leur audience, derrière il y a un petit peu ce sujet de comment je communique sur l'intégralité de mon catalogue d'offres sur ces plateformes, d'où l'importance du sujet du flux. Et puis il y a une volonté, il y a une guerre à distance dans cet écosystème de la conquête, si tu veux, de l'intégralité du funnel de conversion, et donc ça implique aussi derrière de travailler sur de la publicité. Donc il y a ce sujet du retail média aussi qu'on adresse, de comment automatiser le déploiement des campagnes à partir des informations d'un catalogue produit. Donc on essaye de s'adapter à tout ça petit à petit.
On sait qu'aujourd'hui, les régies publicitaires, je pense, tu as cité Google, Amazon, etc., investissent énormément sur la partie shopping, qui a un levier de croissance important, et investissent énormément également sur la gestion du flux shopping pour aider finalement les annonceurs, et notamment les commerçants, les retailers, à diffuser. Aujourd'hui, si moi je suis un e-commerçant, quel est l'intérêt de passer par une solution comme la tienne, Chainable, versus de passer en direct via les outils que met à disposition une régie X ou Y? Ouais. Je te dirais même que le premier sujet, c'est pourquoi je déploie pas mon catalogue manuellement finalement. Ça, c'est le premier potentiellement réflexe de certains annonceurs qu'on rencontre. Déjà sur ce sujet-là, le but c'est de communiquer sur son offre, sur ses produits, mais évidemment que toutes ces informations qui sont communiquées en dehors de mon site, elles soient toujours à jour par rapport à ce qu'un annonceur va faire sur son site, qui va être sa base de travail. Donc il y a ce sujet d'automatisation qui est hyper important pour que dès qu'un catalogue évolue sur un site, que ce soit des nouvelles références qui rentrent ou des prix qui vont changer parce qu'il y a une période de saisonnalité qui arrive, que ces changements puissent se répercuter sur l'intégralité des leviers sur lesquels l'annonceur va se diffuser en fonction de sa stratégie. Donc ça, c'est le premier sujet, l'automatisation. Et puis derrière, il y a aujourd'hui les principaux CMS quand on parle de e-commerce notamment, que vont être les Shopify et autres, qui proposent aussi un déploiement plus automatisé du catalogue. Le message qu'on va essayer de partager à nos clients, c'est cette partie contrôle sur ce qui va être envoyé. Donc pourquoi c'est important, pourquoi l'automatisation de l'envoi du catalogue, c'est un premier sujet, mais derrière il y a aussi comment je vais transformer l'information pour qu'elle vienne matcher les attentes des plateformes, et que ce qui apparaît sur mon site, c'est pas exactement la manière dont les plateformes vont récupérer l'information. Il y a cette logique aussi de comment je vais venir restructurer, optimiser mes données pour justement avoir des annonces de qualité qui vont me permettre derrière de mieux performer sur mes campagnes. Et donc nous, en comparaison avec des plugins ou des API content, pour pas les citer, on va proposer à nos clients ces leviers de contrôle pour venir justement ajuster attribut par attribut la manière dont ils vont vouloir envoyer l'information, pouvoir labelliser leurs produits, pouvoir segmenter leur catalogue. Donc il y a beaucoup de sujets, et donc en général on évoque ces trois niveaux: le côté manuel, mais qui a ses limites; le côté automatisé complètement, mais sur lequel il y a des limites au niveau de contrôle; et puis après on recommande d'utiliser un outil comme le nôtre, et de comparer aussi avec d'autres bien sûr, mais voilà, pour arriver à plus de contrôle. Oui, c'est ça, c'est un outil qui permet de passer à l'échelle. Moi je suis plutôt spécialisé lead gen, j'ai beaucoup fait lead gen et un peu de shopping dans ma carrière. La vision que j'en ai, c'est que la partie gestion des flux, c'est souvent un sujet qui est abordé d'un point de vue technique, et je pense que c'est à tort. C'est-à-dire que évidemment, il y a une problématique technique à résoudre, pouvoir monitorer un flux avec un certain nombre de filtres, de garde-fous, etc., de faire en sorte qu'il soit clean et qu'il soit à jour. Mais c'est surtout finalement une problématique métier, parce que le fait d'avoir un flux et une gestion du catalogue aux petits oignons, ça permet surtout ça retranscrit finalement la vision et la stratégie métier que tu vas avoir derrière. Je m'explique. Envoyer un flux vers un applicatif A, B ou C, honnêtement, aujourd'hui, en API, c'est assez simple. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir monitorer ce flux, c'est-à-dire de pouvoir envoyer finalement les bons éléments publicitaires que tu mets en avant. Si tu as une approche si tu as une approche par exemple, promotionnelle assez forte, si tu as une approche créative assez forte, etc., faut t'assurer effectivement que tu puisses diffuser l'ensemble de ces informations. Et puis, je pense que dans le flux, tu as aussi peut-être des niveaux de priorité à mettre en place. Tu vas pas vouloir peut-être partager l'ensemble de ton catalogue produit sur tous les applicatifs. Peut-être que tu vas vouloir communiquer uniquement sur des top produits, ou sur des produits qui sont bientôt en rupture de stock, ou à l'inverse sur des produits que tu n'arrives pas à vendre. Et donc ça, c'est que des problématiques métiers. Ouais. Et je pense que c'est plutôt par ce bout-là qu'il faut prendre finalement le sujet de la gestion des flux, et en disant l'exercice technique de mettre en place ce flux-là, finalement c'est comme tout projet qui est à la frontière entre marketing et IT. Finalement, c'est quelque chose qui va être basé sur des appels API ou sur des connexions, mais c'est pas le plus important. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est peut-être la vision que vous avez sur l'évolution du search là, depuis 2-3 ans. On parle d'automatisation, on parle de machine learning.
On voit bien qu'il y a eu un pivot créatif qui est très fort, avec aujourd'hui l'ensemble des campagnes, on doit intégrer effectivement des kits créatifs, que ce soit des bannières, des vidéos. Ouais. On a aussi des outils de production créative directement embordés dans les plateformes aujourd'hui, dans un Google, dans un Amazon, dans un Meta. Voilà, quelle est votre opinion sur ce sujet, et puis comment vous voyez évoluer le search sur les prochaines années? Bah écoute, oui, c'est vrai qu'on tend vers ça. Les plateformes cherchent aussi à simplifier l'utilisation de leur moteur publicitaire pour permettre aux annonceurs de plus facilement déployer leur stratégie sur ces leviers-là. Et c'est un peu la vision que partageait donc le fondateur de Meta, en disant dans l'idéal, du moyen long terme, on demandera aux annonceurs de nous donner la data et les créas, et derrière on s'occupe du reste. Sur l'automatisation dans les budgets, le ciblage, etc. Donc ce qui nous rassure sur cet écosystème qui évolue aussi rapidement avec l'arrivée des campagnes boostées à l'IA sur l'intégralité des leviers, c'est de se dire que on tend vers ça, c'est-à-dire plus d'automatisation, mais il y aura toujours ce sujet de comment les annonceurs vont venir nourrir la manière dont les campagnes, que ce soit sur du retail média ou sur des leviers publicitaires plus traditionnels, les plateformes. Et donc ce sujet-là, on l'a bien pris en compte, nous en interne, donc à la fois donc sur ce qui fait notre ADN, donc l'optimisation des données catalogue, mais aussi sur ce sujet créatif qui devient de plus en plus important. Cette année, on a eu l'annonce de Google qui sort un peu de son carcan avec les images sur fond blanc, et qui permet aujourd'hui aux annonceurs d'envoyer des images contextualisées avec un attribut qu'on appelle le Lifestyle Image Link, pour permettre justement de créer cette attache un peu plus émotionnelle sur les produits que vont diffuser les annonceurs. Là, tu fais référence à quoi? À Product Studio, par exemple? Non, là je te parle simplement de ce que aujourd'hui peut récupérer Google dans un flux. Okay. Avant c'était donc les images traditionnelles, et maintenant tu peux communiquer directement à la plateforme. Ça, c'est une image qui est contextualisée, qui va être positionnée sur certains produits publicitaires de Google plutôt que sur d'autres. Donc il y a cette volonté aussi de Google, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, de remonter aussi un petit peu dans le funnel là-dessus. Et qu'est-ce que je voulais aussi te dire, donc ce sujet des créas est hyper important sur des formats catalogues de plus en plus, c'est-à-dire que notamment sur les formats réseaux sociaux, où on avait historiquement et on a toujours évidemment ce sujet de la créa sur un produit, une vidéo, un UGC avec un storytelling avec des objectifs différents. Aujourd'hui il y a aussi le sujet sur les formats catalogues, comment j'adapte mes visuels pour que justement derrière les campagnes viennent cibler les bons utilisateurs avec des images qui soient un peu plus pertinentes que sur mon site. Voilà. Très bien. Moi je vais revenir sur ce que tu as dit. Là tu as cité effectivement la vision de Meta en disant grosso modo d'ici quelques mois pourrez vous passer d'agence ou même de consultant interne finalement pour piloter C'est pas ce que j'ai dit. Non, mais c'est ce qu'a dit Meta. C'est ce qu'a dit Meta. C'est ce que tu as. Et effectivement, je pense que en marché français, ça a pas fait couler beaucoup d'encre. Il n'y a pas eu beaucoup de prise de position par rapport à ça. Moi, j'ai partagé la mienne. C'est que les plateformes tech ont tout intérêt à l'automatisation et à faire en sorte que les annonceurs basculent sur des modèles 100% IA. C'est des modèles qui, effectivement, vont permettre à l'annonceur d'aller vite, de passer à l'échelle, mais c'est des modèles effectivement qui, à la fin des fins, je pense, vont aller quand même dans le sens, ou en tout cas vont se faire en faveur finalement de ces régies-là. Donc pour moi, c'est plutôt un discours, je prendrais avec des pincettes, c'est-à-dire que le confort de time to market qu'on va gagner quand on est annonceur, on va perdre en contrôle, par contre, on va perdre en garde-fou. Et donc je pense que plus on va aller vers l'automatisation, plus il faut que nous, annonceurs, on met en place effectivement des systèmes d'alerting pour continuer à avoir un peu la main sur ce qu'on fait, parce que derrière c'est donner les clés du camion finalement à un partenaire dont le CA est immédiatement généré par l'investissement média que l'on fait. Bon, là, plus qu'une
perte de contrôle. Je dirais que les leviers de contrôle, ils évoluent là-dessus. Je pense que de toute façon, il y a toujours un décalage entre la volonté affichée par les grandes plateformes et ce qui se produit en réalité. Et au moment où c'est répercuté sur des marchés comme le nôtre, il y a déjà eu tout le marché américain outre-Atlantique qui a absorbé ça. Et donc de toute façon, les leçons de ce qu'on voit là-bas, on peut s'attendre à avoir des choses similaires dans les mois qui suivent sur nos marchés à nous. Et de toute façon, je pense que le déploiement de ces nouveaux formats de campagne, c'est aussi pouvoir, pour les annonceurs, pour les marketeurs, revenir à l'essentiel de comment je communique sur mon offre quand je vais déployer de la publicité sur tel ou tel levier. Et donc c'est en tout cas le message aussi qu'on essaye de partager à nos clients, c'est de dire dans la manière dont vous allez envoyer vos données, produits, vos images, vos vidéos, etc. C'est ce qui va conditionner demain la génération de vos annonces, de vos campagnes, de vos groupes d'annonces. Et donc venez faire ce travail, venez prendre ce contrôle sur la manière dont vous allez communiquer, parce que c'est un peu le sens de ce qui se joue aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, par exemple, un outil comme Trainable, est-ce qu'il s'interface avec des types de campagnes comme Performance Max sur Google, comme Advantage Plus sur Meta? Ouais. Donc en fait, nous sur la plateforme, on a une partie donc pour déployer les flux de manière assez traditionnelle, et puis on a une partie qui vient générer les campagnes. Donc pour te prendre l'exemple de Google, que ce soit sur le search, la partie shopping standard et même PMax, que ce soit pour du retail ou du non retail, à partir du moment où en fait on va pouvoir générer des campagnes qui vont se nourrir du catalogue, on va pouvoir automatiser ce déploiement directement sur le compte Google Ads des annonceurs avec lesquels on travaille. Donc pour te prendre l'exemple du search par exemple, on travaille avec Skyscanner sur un ensemble de marchés partout en Europe, et on diffuse des millions d'annonces search pour le voyagiste qui viennent se nourrir en fait des offres qu'il y a sur leur site. Et donc on va venir dynamiser et personnaliser la manière dont les annonces vont apparaître en faisant apparaître justement des prix, des disponibilités, des choses comme ça. Et puis en venant aussi donner à nos clients les moyens de déployer des campagnes qui manuellement seraient indéployables, ou en tout cas très difficilement sur une console Google Ads directement. Donc c'est donner des clés pour dire je peux envisager ça dans ma stratégie publicitaire sur Google par exemple. Très bien. Donc aujourd'hui, ce que j'ai compris, donc il n'y a pas de bureau français pour Trainable, et toi tu es en charge du développement finalement de la France. Comment s'opère cette stratégie de conquête? Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, vous êtes un acteur très bien identifié, ou est-ce que toi, tu dois quand même avoir un travail d'acculturation à la fois sur la problématique que tu opères, mais également sur la boîte que tu représentes? Ouais, écoute, on est plusieurs sur ce marché-là depuis plusieurs années, donc je dirais qu'on progresse petit à petit, on gagne en visibilité. C'est un marché qu'on a abordé il y a maintenant 6-7 ans. C'est combien de clients en France, par exemple? En France, aujourd'hui, on va être autour de 750-800 clients environ. Et ça évolue en permanence. Et du coup, sur cette partie-là, en fait, on va nous toujours avoir la volonté de malgré tout centraliser nos équipes. Donc, on est basé aux Pays-Bas, parce que pour nous, on trouve ça important que les équipes à la fois support technique qui vont venir répondre à nos clients, nos équipes commerciales, nos équipes marketing, nos équipes produits puissent être en permanence ensemble pour bien comprendre les problématiques marché que nous on va voir au quotidien côté plutôt commercial, et puis ce que va voir aussi nos équipes techniques qui répondent au téléphone à nos clients quand ils ont des problématiques sur la plateforme. On pense que ça fait plus sens de faire de la croissance comme ça, mais voilà, on se déploie aussi aujourd'hui sur un marché comme la France. On essaye d'être présent, d'être sur place aussi avec nos clients, parce que c'est évidemment très important. Et dans vos stratégies de conquête, toujours commerciales, j'entends. Oui. Là, tu me disais tout à l'heure que tu revenais de 2 jours de salon, donc voilà, vous faites des salons effectivement où vous allez rencontrer un certain nombre de décideurs. Quels sont un peu les autres leviers commerciaux que vous activez pour enrichir votre pipe commercial et puis finalement derrière essayer d'aller chercher des clients? Ouais, alors on essaye de gagner de la visibilité là où on peut se positionner, les salons étant
un bon levier parce que tout le monde, tout l'écosystème va s'y présenter, donc on peut rencontrer nos clients, nos prospects, et puis parler un peu de Chainable. Mais voilà, on essaie d'être un petit peu agnostique dans la manière dont on va communiquer sur notre image de marque, quel est notre positionnement, hein, parce que historiquement on est aussi associé à des acteurs qui sont déjà sur ce marché-là, qui étaient là avant nous. Notre message, c'est aussi dire on a un positionnement qui est un petit peu différent, notamment au niveau technique dans la plateforme. On veut montrer à nos clients qu'on fait plus de choses que d'autres outils tiers qui peuvent être utilisés par un certain nombre d'acteurs sur le marché français. Et donc essayer de petit à petit communiquer ça sur différents formats de contenu. Donc aussi d'où ma participation avec toi aujourd'hui à cet échange, ce podcast. Donc voilà, pour petit à petit faire passer ce message auprès de nos clients. Quelles sont les réticences que toi tu rencontres quand tu es dans une dynamique commerciale, tu échanges avec un client, il y a un appel d'offres, ou pas d'ailleurs. En tout cas, il y a une problématique sur la gestion des flux shopping. Quels sont les 2-3 arguments qu'on te met en avant et que tu dois réussir à déconstruire? Pour revenir à un point que tu mentionnais tout à l'heure de la partie optimisation qualité, on rencontre beaucoup de cas où en fait c'est ce sujet du flux du catalogue qui entre guillemets fonctionne, c'est-à-dire que c'est fonctionnel, le catalogue est poussé, la diffusion n'est pas parfaite, mais les annonceurs avec lesquels on échange, il y a ce travail un peu alors d'éducation, c'est un bien grand mot, mais de dire il faut aller au-delà du b.a.-ba de la manière dont on va pousser son catalogue. Il faut être plus exigeant que ça pour pouvoir performer derrière. Alors donc il faut travailler là-dessus. Le ROI immédiat est pas toujours évident à communiquer, donc c'est aussi difficile parfois pour certains annonceurs de voir réellement ce qu'ils vont y gagner immédiatement. Mais voilà, on essaye d'optimiser cette partie-là pour justement avoir des process de vente qui soient le plus fluide possible. Et puis on invite aussi nos annonceurs à prendre en main la plateforme, à connecter leur catalogue de manière proactive en amont de lancement de la plateforme, pour qu'on puisse leur montrer, voilà, quand tu connectes ton catalogue, moi je peux te faire un retour aussi sur la qualité de tes données, ce qu'on va pouvoir en tirer derrière quand on va déployer ton catalogue, qu'est-ce qui peut être envisageable de mettre en place avec l'outil. L'outil il se complexifie aussi, on en est bien conscient, et donc il y a tout ce travail d'accompagnement que l'on va essayer de faire avec nos clients. Et moi je pense qu'il y a un dernier frein qui te concerne peut-être, mais qui concerne même tous les outils, c'est que aujourd'hui chez Annonceur, il y a une sorte de fatigue technologique qui se déploie. Et je lisais un papier ce matin, et il y a 2 chiffres qui m'ont sauté aux yeux. C'est d'une part, dans les organisations marketing, en moyenne on a 200 outils. Ouais. Alors, évidemment tout dépend de la taille de l'annonceur, hein, mais voilà, il peut y avoir un grand écart, mais voilà, c'est 200. Et surtout, c'est parmi ces 200 outils, seulement 33%, donc un outil sur 3 est utilisé. Ouais. Et parmi ces outils qui sont utilisés, donc déjà sur les 200 on passe à 66 qui sont utilisés, et chaque outil, il y a peut-être une dizaine ou une vingtaine de users, et il y a une minorité de ces users qui utilisent ces outils. Ouais. Donc on est dans un entonnoir qui fait que on se retrouve finalement avec beaucoup d'outils, et les outils, ça a un coût c'est un coût de licence évidemment, mais c'est un coût aussi à l'usage, mais c'est un coût en termes de bande passante, parce qu'il faut l'installer, ensuite il faut le monitorer, etc. Il faut toute une gestion qui s'opère. Et donc je pense que chez les annonceurs aujourd'hui, il y a une réflexion plus ou moins consciente en disant, est-ce que j'ai besoin de prendre un outil en plus versus est-ce que je peux pas le faire différemment, comme tu disais, de façon manuelle, etc. Donc il y a une réflexion aujourd'hui qui fait que j'ai l'impression qu'il y a peut-être un réflexe à l'outil qui est peut-être un peu moins vrai qu'il y a 3-4 ans. Ouais. Aujourd'hui on se pose la question parce que finalement derrière acheter un outil c'est facile entre guillemets, quand l'intégrer dans les habitudes de travail, les routines des équipes acquisition pour le cas de Chainable, c'est un peu différent. Ouais. Et donc voilà, c'est une réflexion en tout cas qu'on a de plus en plus, j'ai l'impression, et je pense que c'est plutôt sain d'avoir cette réflexion
pour optimiser un peu les process de travail. Non, t'as raison, sur cette partie-là, c'est assez fondamental. On le voit, en fait, même, tu parlais du format salon, on voit l'écosystème des outils. Et quand on rentre dans ces salons-là, tu retrouves le même champ lexical sur un ensemble de stands. Et même toi, même nous qui sommes dans ce milieu-là, on se pose la question, mais de qui fait quoi, quelle est la différence entre l'un et l'autre, et c'est assez difficile d'y voir clair. Et puis quand on voit aussi nos clients qui mettent en place aujourd'hui des SaaS comme nous, que ce soit pour des solutions de paiement, pour des solutions de tracking, etc. Il y a cette fourmilière d'outils connectés, et donc comment tu tires ton épingle du jeu de tout ça. Nous on essaye du moins possible de parler de l'outil dans un premier temps. C'est essayer d'avoir aussi un focus sur ce qui fait notre force, et d'essayer de comprendre quand on échange avec un annonceur quelles sont ses problématiques autour de cette thématique de la gestion catalogue, etc. Et après, en fonction de ça, une fois qu'on a bien compris quels étaient les enjeux, savoir si on répond ou si on répond pas, parce qu'il faut pas se cacher sur cette partie-là. Si on répond pas aux besoins, ne pas investir trop de temps, trop d'énergie, nous de notre côté, sur quelque chose qui sera pas viable sur le long terme, puisque nous, de toute façon, on fait pas signer de contrat à nos clients, hein, c'est notre positionnement. Donc, si on n'a pas de raison d'exister, rapidement le client va partir, et du coup, tout ce temps aura été investi pour rien, et c'est, en termes de croissance, pour nous, c'est pas optimal. Moi, quand j'ai commencé le search en 2015, il y avait une galaxie d'outils qui rayonnait autour de ce métier-là. Ouais. Principalement des outils de bidding, parce qu'à l'époque, Google Ads ou Microsoft Ads étaient moins avancés. Ouais. Donc, en agence ou chez les annonceurs costauds, grosso modo, on utilisait des Kensho, des Marine Software, des double-clics. Aujourd'hui, certains ont disparu, d'autres ont été internalisés ou absorbés par les régies publicitaires directement. Et Chainable est toujours là. Elle a même grossi depuis. Comment t'expliques ce phénomène, l'évolution de cet écosystème, de dire il y a de moins en moins d'outils, finalement, j'ai l'impression que ces compétences sont absorbées. Ouais. Et en parallèle, on a le Chainable qui fait de la résistance, entre guillemets. Écoute, nous on essaye d'avoir une croissance un peu plus stable, et c'est aussi la volonté de nos 3 cofondateurs qui sont toujours à la tête de l'entreprise. Ça, c'est aussi un message fort pour à la fois pour nos clients et puis pour l'écosystème, qui est de dire nous les pilotes dans l'avion, c'est ce qu'ils veulent en tout cas implémenter, c'est continuer de rester à la tête de l'entreprise et de faire de la croissance aussi petit à petit, une croissance qui est cohérente, continuer d'évoluer petit à petit avec nos clients. C'est aussi comme ça qu'on fait évoluer la plateforme côté développement, pour pouvoir justement absorber cette croissance petit à petit, et puis faire toujours un bon travail, et éviter au maximum le churn qui est évidemment le sujet fondamental quand on parle de SaaS, et pour pouvoir garder nos clients historiques, nos clients les plus historiques sur le marché français, ils sont toujours avec nous, et ça c'est une grande satisfaction pour nous, parce que voilà, ça montre aussi la pertinence de la plateforme, de ce qu'on fait, et puis aussi ils ont évolué au cours des dernières années sur l'outil, donc ça c'est très encourageant pour les clients qu'aujourd'hui on fait rentrer, mais sur lesquels on aura la même volonté de croissance par la suite. Un point sur lequel moi je trouve vous êtes très fort, et je dis à dessein parce que j'utilise beaucoup, c'est la partie support. Et ça, c'est souvent un peu un impensé, ou en tout cas c'est quelque chose qui est souvent moins valorisé dans les SaaS. Et je trouve, alors je sais pas si c'est pareil, si c'est conscientisé à ce point-là chez vous, mais moi c'est vraiment, je trouve, voilà, c'est peut-être l'une des 3 belles qualités un peu de la plateforme, pour échanger ou avoir échangé beaucoup avec le support. 1, il est réactif. 2, il est en français, ce qui est bien. Et 3, les retours sont très empiriques. Ouais. C'est-à-dire que j'expose une problématique, j'ai pas un support, contrairement à beaucoup d'outils américains que j'utilise qui m'en renvoient vers la doc et du contenu très générique. Là c'est pas du tout le cas, c'est que j'ai un retour en français, réactif, c'est-à-dire le jour même, et avec une réponse qui est contextualisée à ma demande. Ouais. Et je fais un copier-coller de la réponse, grosso modo, que j'implémente dans l'outil, et ça fonctionne. Ouais. C'est vrai, en fait on en revient un peu toujours à la même chose, c'est de se dire cette évolution de plein de technos qui font
beaucoup de belles choses, de techno similaires à la nôtre, mais nous ce que en tout cas les cofondateurs veulent implémenter, c'est un outil qui reste aussi humain, c'est-à-dire que in fine, même si on est une technologie, ce qui est important, c'est aussi le contact avec nos clients. Donc un chiffre qui est assez parlant, c'est qu'aujourd'hui on est 300 personnes chez Chanable, et il y a quasiment un tiers des effectifs qui sont du coup des équipes support technique, et donc qui viennent répondre à nos clients, non seulement donc sur des systèmes de tickets, un petit peu ce que tu mentionnais, mais aussi au téléphone. Donc nous c'est aussi cette volonté de garder le contact humain pour pouvoir être en direct avec nos clients quand ils en ont besoin, et je pense que notre salut passera aussi par là pour la suite. Au dernier épisode de Déclic sous format vidéo, j'avais interrogé le patron de Partout, et un des avantages de cette solution, par exemple, c'était de pouvoir bypasser pour l'annonceur un certain nombre de garde-fous chez l'éditeur, et lorsqu'on avait un blocage sur une fiche, eux, ils avaient des contacts directement auprès de décisionnaires chez Google qui permettaient de faire avancer beaucoup plus rapidement. Ouais. Est-ce que Chanable a un peu pareil, vous permettez à l'annonceur de débloquer des situations de façon beaucoup plus rapide parce que vous savez précisément quel est le point de contact à activer sur les différentes technos? Écoute, nous on essaye de se cantonner à ce qu'on fait et ce qu'on fait bien. On sait, je pense, dire assez rapidement aux clients si ça sort de notre champ de compétences. Si par exemple ils nous abordent sur des sujets plutôt stratégiques, quel levier je dois activer, sur quelle plateforme je dois partir, on va plutôt avoir tendance à les renvoyer vers des agences ou les plateformes directement, parce que ça, on sait que ça sort de notre champ de compétences et on veut pas trop jouer ce jeu-là. Je pense que voilà, il faut aussi savoir où est-ce que notre compétence s'arrête, et donc ça on pour être honnête on le fait pas trop, mais voilà. Ok, donc aujourd'hui vous êtes positionné donc sur la gestion des flux produits multiplateformes. Demain, est-ce que ce positionnement va être amené à évoluer? Écoute, on le fait déjà évoluer, puisque depuis le début de l'année, on s'est déployé aussi en tant que CSS. CSS, pour ceux qui ne sauraient pas, donc c'est depuis 2018 en Europe, Google a dû ouvrir à la concurrence la partie moteur shopping, donc le déploiement des annonces à des outils tiers comme Chanable notamment. Et donc là on sort un petit peu du sujet du flux, mais quand même on reste sur la volonté de comment accompagner au mieux nos clients sur le déploiement de leur stratégie publicitaire, toujours en restant donc à nos fondamentaux, et donc notamment le sujet du catalogue. Donc tout ce qui va être lié au catalogue, derrière comment on s'adapte à l'écosystème pour venir répondre aux problématiques que nos clients auront demain. Ouais. Alors j'imagine qu'un rachat est pas prévu, mais souvent ce qu'on opère dans la tech en observateur, ou même dans l'écosystème MarTech le plus global, c'est que les géants américains vont racheter des briques technologiques européennes pour densifier leur stack. Ouais. Je pense à Adobe qui avait racheté Neolan sur la partie CRM marketing il y a 10 ans. Je pense à Salesforce par exemple qui a racheté Tableau il y a 4 ans pour avoir la dimension BI. On pourrait très bien imaginer, alors je comprends que c'est pas d'actualité que les trois fondateurs sont là, mais à terme, moi si j'avais un billet à mettre, c'était sur je remets un géant, un Amazon par exemple, qui pour faciliter la gestion des flux à destination des annonceurs sur la plateforme, s'achète une brique comme Chanable ou un concurrent, et mettre ça à disposition gracieusement. Ce sera un win-win à la fois pour l'annonceur, pour tous les vendeurs sur Amazon, et surtout pour la plateforme qui aura un outil de fluidification finalement et de monétisation simple. Ouais. Là pareil, ça c'est une question qui sort un peu de mon cercle de responsabilité et qui est un peu au-dessus de moi, je te dirais. Mais là-dessus, je peux simplement te partager ce qui est notre stratégie à l'heure actuelle, et qui est visible, hein. On a racheté cette année un de nos principaux concurrents sur les marchés nordiques, qui s'appelait Wake Up Data, donc dont les équipes et la techno a été intégrées à la plateforme Chanable. Donc en tout cas pour les mois et les années à venir, on est plutôt sur une
une volonté de croissance externe. Et puis après, cette question-là, il faudrait la poser aux cofondateurs directement. Moi, je peux pas y répondre, mais voilà, en tout cas, ce que l'on fait dernièrement et comment on arrive aussi à grandir sur plusieurs marchés en Europe et puis sur le marché aussi américain, là où sont les plateformes, où pareil, là, on fait de la croissance depuis quelques années maintenant. Très bien. Un sujet qu'on a effleuré tout au long de l'échange, c'est l'IA. C'est un peu l'éléphant dans le magasin de porcelaine. Ouais. Quel est votre positionnement par rapport à l'IA? C'est-à-dire que c'est quelque chose... Là, par exemple, ce matin, j'étais dans un événement Google. Ouais. Et un des use cases qu'ils nous ont présenté, c'est aujourd'hui, vous allez pouvoir optimiser votre flux shopping grâce à l'IA de Google, grâce à Gemini. Impact majeur pour vous, donc. Aujourd'hui, comment vous l'appréhendez, cette problématique? Alors déjà, nous, pour parler du sujet de l'IA, on essaye donc de l'intégrer de plus en plus à la plateforme pour justement faciliter l'enrichissement du flux, du catalogue de nos marchands directement dans la plateforme, tout en ayant la volonté, et le message c'est de dire on intègre l'IA, mais on veut quand même que les annonceurs gardent le contrôle complet de la manière dont ils vont communiquer sur leur offre et donc sont en capacité d'écraser le travail qu'a fait l'IA dans l'outil s'ils pensent que c'est pas pertinent. Je pense que là-dessus, encore une fois, il y a un peu une course à l'intégrer un petit peu partout, mais que on en reviendra aussi au sujet du contrôle sur ce qui fait l'essence même du marketing, c'est comment je communique sur mon offre. Et donc, il y aura de toute façon une certaine limite. Je pense que les annonceurs voudront toujours avoir un certain niveau de contrôle dans la manière dont ils vont communiquer. Et nous, c'est un peu comme ça qu'on l'aborde côté plateforme, c'est de dire on vous met à disposition des outils d'IA dans la plateforme pour vous permettre d'aller plus vite sur l'enrichissement, sur le déploiement. Mais malgré tout, on vous laisse les clés du camion quand vous allez déployer de l'IA sur vos plateformes. Et puis pour revenir sur ta question de est-ce que l'IA, notamment dans ce que fait Google ou d'autres moteurs search à l'heure actuelle, quel est l'impact par rapport à nous? Je te répondrai que nous, l'opportunité, elle est dans la multicanalité, elle est dans le fait que l'écosystème, il est compétitif et que aujourd'hui, il y a très peu d'annonceurs qui sont sur un seul levier. Même si évidemment il y a des plateformes comme Google qui absorbent une grosse partie des budgets de bon nombre d'annonceurs, cet écosystème compétitif que nous on va connecter, et c'est aussi une opportunité pour nous de dire on va venir centraliser cette gestion, ce déploiement, et ça continue de l'être, de le devenir de plus en plus compétitif. On voit les annonceurs qui petit à petit aussi vont avoir tendance à couper les parts de leur gâteau avec des nouveaux leviers comme TikTok, comme Pinterest et d'autres. Et là-dessus, voilà, donc c'est aussi notre opportunité pour la suite, c'est cette multicanalité. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que Google, effectivement, c'est l'acteur ultra dominant sur la partie search, sauf que quand on regarde un peu les parts de marché, on voit qu'ils sont passés en dessous des 50% des requêtes, en prenant en compte tous les moteurs de recherche, pas que ceux du web, mais en prenant en compte les réseaux sociaux, etc., ou les outils de LLM. Moi, ce que j'observe quand même, c'est qu'on a de plus en plus de retours clients qui dit aujourd'hui, j'arrive à optimiser mon flux shopping grâce à ChatGPT, par exemple. Voici le prompt qui me permet effectivement de faire en sorte de à la fois gérer, mais surtout faire en sorte que les informations que j'envoie, elles soient incomplètes et deux véridiques et 3 à jour. Ouais. Et ça, c'est jusqu'à là, tu as dû les voir passer aussi, je pense. Oui, c'est ça. On rencontre de la même manière des scripts, des choses qui viennent finalement concurrencer aussi un petit peu ce qu'on fait. Encore une fois, on observe comment tout ça évolue, mais ce que l'on voit, c'est que sur du long terme, on a beaucoup d'annonceurs qui reviennent vers nous là-dessus parce que ils cherchent à faire aussi d'autres choses. Il y a parfois une certaine complexité à implémenter tout ça, et nous on essaye de aussi simplifier au maximum cette partie-là, mais c'est vrai que l'écosystème de ce côté-là il évolue, et puis on va voir aussi comment nous on s'adapte à tout ça, mais voilà, nous on essaye d'en rester à des choses simples pour aider les annonceurs. On n'a pas réinventé la roue dans Channable depuis 10 ans. On fonctionne sur un système de règles, de logique programmatique dans la manière dont l'annonceur va adapter ses informations, son flux, ses annonces, tout ce qu'il va pouvoir créer grâce à la plateforme.
Et c'est aussi le message qu'on essaye de véhiculer, c'est aussi comme ça que les IA fonctionnent, même s'il y a une vraie complexité dans comment fonctionnent tous ces algorithmes-là. C'est à un moment donné, il y a quelque chose qui rentre et puis il y a quelque chose qui va en sortir. Et nous, on peut travailler sur comment optimiser ce qui va rentrer tout en respectant la volonté de ce que veut communiquer le marchand. Ouais, puis il y a un effet de mystification de l'IA qui est assez incroyable, je trouve, en pensant que l'IA, c'est un peu de la pensée magique. Et, alors que l'IA, ça fonctionne finalement comme une base de données. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, quand on voulait avoir un modèle de données propre, il fallait avoir la donnée qui était propre à l'entrée. Ouais. Et cette règle d'or que tous les data scientists connaissent, elle n'a pas changé avec l'IA en fait. C'est de la même façon, si on envoie toujours de la donnée déstructurée, de mauvaise qualité, l'IA va pas en faire quelque chose de magique. C'est ça. Et donc effectivement, on a parfois des résultats, on se dit tiens c'est bizarre, ça marche pas, mais en fait non, c'est que simplement le modèle de données sur lequel a travaillé le LLM est de qualité assez médiocre. Pour moi, il y a quand même 4 points qui font que un annonceur aurait intérêt à utiliser un outil type Channable versus aller tout seul avec un ChatGPT ou autre. C'est pour l'UX, la flexibilité de la plateforme, 2, le niveau de support, c'est-à-dire que quand tu es face à ChatGPT, tu es face à toi et ta connaissance, même s'il y a un écosystème qui se construit, mais en tant que SaaS, vous avez quand même un support qui est quand même intéressant. Il y a la partie sécurisation de la donnée aussi. C'est est-ce que je suis prêt à partager mon flux de données avec une plateforme avec laquelle j'ai pas contractualisé versus un SaaS comme le vôtre. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que comme tu dis, vous gérez du multimodal, et donc en fonction des destinations choisies par le client, est-ce que je veux gérer ce flux pour envoyer sur Amazon ou pour Google, vous avez une templétisation finalement ensuite de ce qui est attendu par la plateforme. Je m'explique, par exemple sur Google, vous allez avoir, voici une fois que le flux est intégré, je dois créer mes annonces, et donc vous avez déjà pré-renseigné les règles de limitation de caractères, par exemple sur les annonces. Oui. Vous avez, on a accès aux balises dynamiques qui sont gérables par Google, etc. Donc il y a déjà un pré-templating qui fait que pour le consultant qui a l'habitude d'aller sur Google ou sur Amazon ou sur Meta, il retrouve ses petits finalement, et il peut aller beaucoup plus vite dans le go-to-market. Et un dernier point que j'ai oublié, que j'aime bien dans l'outil, c'est la partie rules. C'est que il y a ça. Alors c'est une boîte de Pandore par contre. C'est-à-dire que moi je trouve ça c'était tellement bien que des fois je m'y perds parce que je vais faire plein de choses, etc. Donc à chaque fois j'ai une idée qui arrive, etc. Mais ça permet de créer des règles d'exclusion, des règles de réécriture, des règles de matching, faire de la consolidation de données, etc. Et ça je trouve ça hyper intéressant dans l'outil. C'est souvent quelque chose qu'on met pas en avant à tort. Je trouve c'est vraiment une plus-value de l'outil et qui est hyper sécurisant. Ouais, c'est aussi le cœur de la machine dans ce qu'on fait pour éviter ce côté justement boîte noire. Alors c'est un côté un peu technique évidemment, donc c'est aussi pour ça qu'on fait. Moi, c'est aussi mon quotidien, ce travail de comment on facilite la prise en main de l'outil et que nos clients prennent le contrôle de la plateforme, de comment fonctionnent ces règles, pour que derrière ils puissent les adapter à ce qu'ils veulent en sortir. Et toujours être dans l'analyse immédiate, c'est-à-dire dès qu'un annonceur va créer une règle, on va lui montrer l'impact que ça a eu sur ces données avant qu'elles soient communiquées à du Google, du Meta, du Amazon, etc. Donc c'est toujours cette volonté de transparence qui fait aussi notre force de leur montrer voilà ce que tu as fait, voilà l'impact que ça a eu, est-ce que ça a bien l'impact que tu voulais que ça ait, et derrière comment tu peux le réadapter. Et donc par rapport à ce que tu disais juste avant, ton troisième point, faire remonter et mettre à jour ce qu'on appelle les data models des plateformes sur comment ils peuvent récupérer les infos, à quel format, pour pouvoir informer l'annonceur rapidement sur ce champ-là. Le titre sur Google, ça peut prendre jusqu'à 150 caractères, et puis derrière lui communiquer que le titre sur son site et le titre sur Google sur une annonce, il faut en général que ce soit différent parce que il faut que ça vienne faire remonter des termes de recherche, donc potentiellement des éléments qui sont aussi contenus dans ta fiche produit. Donc comment grâce à la plateforme tu vas pouvoir restructurer tes annonces rapidement à l'échelle pour l'intégralité d'un catalogue qui va faire plusieurs centaines, plusieurs milliers, plusieurs millions, plusieurs dizaines de millions de références à la fois. Peut-être une dernière question. Depuis quelques années, l'Europe montre un peu les muscles vis-à-vis de l'écosystème tech. Ouais. À la fois sur le volet juridique, tu en as parlé de la
RGPD, la DMA l'année dernière, enfin c'était début d'année, pardon. En parallèle, on voit que notamment aux États-Unis, il y a pas mal de procès qui ont lieu sur des procès antitrust, que ce soit Apple, TikTok, Meta, Google, etc. On voit que voilà qu'il y a on sent une petite musique on veut essayer de redistribuer les cartes. Aujourd'hui, ça passe principalement par une démarche juridique d'un côté, et en parallèle, on voit effectivement des acteurs émergents. On a parlé de tous les outils, tous les acteurs autour de l'IA qui arrivent finalement très vite à aller à l'échelle. Est-ce que ce soit l'un ou l'autre, à la fois l'approche juridique ou à la fois l'approche innovation, ça peut impacter votre modèle économique, et puis votre marché ou votre cœur de cible. Est-ce que ça peut avoir des impacts sur Chainable? Ouais, je pense qu'il faut toujours garder cette humilité de dire qu'on dépend tous de comment ces grosses plateformes elles évoluent, que ce soit les médias buyers ou que ce soit les acteurs techno comme nous. Et donc quand il y a des annonces, on regarde un peu quelles sont les nouvelles règles du jeu et on essaye de s'adapter, puisque on dépend complètement de comment tout ça évolue. Et c'est pareil, c'est dans la continuité du message qu'on envoie à nos clients, de dire les plateformes définissent un certain nombre de standards qu'il faut venir respecter. Si aujourd'hui Google met en avant que pour votre produit vous pouvez remplir jusqu'à 50 voire 60 attributs, même s'il y en a 5 ou 6 qui sont obligatoires, c'est pas anodin. C'est parce que derrière c'est quand même eux qui définissent les standards, et c'est qu'à un moment donné ces standards là ils sont utilisés quelque part. Donc c'est essayer toujours d'avoir cette humilité là et de se dire que il faut regarder comment tout ça évolue et comment on peut s'y adapter au mieux. Super, je propose que ce soit le mot de la fin. Merci Arthur d'avoir joué le jeu et d'avoir été transparent sur l'approche de Chainable. Puis je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. J'espère que ça vous a plu. Puis à très vite pour de prochaines aventures. Merci.